C'est ton dernier repas dans cette maison, a souri maman. J'ai plongé la main dans mon sac et j'ai posé un document sur la table. Le tien aussi. Elle l'a lu une fois. Puis l'a relu. Tu ne peux pas faire ça. J'étais assise à la table de la salle à manger de ma mère, savourant le dernier repas qu'elle me préparait dans cette maison. Quand elle a souri et m'a dit qu'il était temps pour moi de partir, elle n'avait aucune idée que j'étais propriétaire de la maison qu'elle me demandait de quitter, et ce, depuis avant mes 18 ans. Laissez-moi vous ramener à cet après-midi de septembre qui a tout changé. Je m'appelle Simone Archer. J'ai 37 ans. Je suis parajuriste principal au cabinet d'avocats Morrison & Webb à Greensboro, en Caroline du Nord, où j'ai passé 9 ans à faire le genre de travail dont la plupart des gens ignorent l'existence jusqu'à ce qu'ils en aient besoin, recherche de titres de propriété, vérification d'actes. Registres successoraux, chaîne de propriété remontant à 40, 60, 80 ans. Je trouve des choses. Je traque des choses. Je tire des fils dans les bases de données immobilières jusqu'à ce que le tableau complet se révèle. Je conduis une Subaru de 12 ans. Je loue un appartement à 12 minutes du bureau. Mon réfrigérateur a un aimant d'une conférence à laquelle j'ai assisté à Raleigh il y a 4 ans, qui dit « La documentation est la différence entre une histoire et une affaire ». Je l'ai acheté parce que je pensais que cela parlait de mon travail. J'appelle toujours ma mère tous les dimanches. Je continue de rouler jusqu'à Bearwood Drive quand elle me demande de venir dîner. Je l'appelle toujours « maison », comme les gens appellent un endroit « maison », longtemps après y avoir cessé de vivre, comme le mot devient une habitude plus qu'une description. Le nom de ma mère est Gloria. Elle a vécu au 1147 Bearwood Drive aussi longtemps que je me souvienne. Elle cuisine les meilleures côtes du comté de Guildford, et elle le sait. Elle repasse ses robes d'église le samedi soir. Elle est généreuse avec sa nourriture et ses opinions, et très peu d'autres choses. Elle a un sourire qui remplit une pièce, et j'ai passé 37 ans à essayer de gagner la version de ce sourire qu'elle réserve aux autres. Mon grand-père a construit cette maison, Earl Thomas Archer. Il l'a construite en 1971, de ses propres mains, planche par planche, avant que le quartier n'ait un nom. Je le sais parce qu'il me l'a dit. Earl n'était pas un homme qui parlait beaucoup, mais quand il parlait, c'était de choses qui duraient, bon bois, bonne fondation, des gens à qui on pouvait confier quelque chose d'important. Earl est mort en octobre 2004. J'avais 17 ans. Je vous raconte ces choses pour que vous compreniez ce que j'ai découvert ce mardi après-midi de septembre. Je vous le dis pour que, lorsque je déposerai ce morceau de papier sur la table de la salle à manger de ma mère, vous compreniez exactement ce que cela a coûté d'y arriver. La recherche de titres concernait un client dont le nom de famille était Harrington, une propriété près de Summit Avenue. Simple, rien d'inhabituel. Je parcourais la chaîne d'actes dans la base de données immobilières du comté de Guildford, comme j'ai parcouru des milliers de chaînes d'actes. Je cliquais sur les registres de propriété comme d'autres font défiler leur téléphone. Je ne cherchais rien de particulier. La recherche a retourné 11 résultats sur Summit Avenue. Je vérifiais le troisième quand mon curseur a bougé par erreur. J'ai cliqué sur la mauvaise rue. Birchwood Drive est apparu à la place. Mes doigts n'ont pas bougé un instant. Il y avait 6 propriétés sur Bearwood Drive dans la base de données. J'ai fait défiler sans le vouloir. Et puis le 5e résultat s'est affiché et j'ai lu l'adresse comme on lit quelque chose dans un rêve. Comme les mots semblent familiers et étranges à la fois, parce qu'on est certain qu'ils ne peuvent pas signifier ce qu'ils semblent signifier, 1147 Bearwood Drive. Propriétaire enregistré, Simone Marie Archer. Date de transfert, 14 octobre 2004. Donateur, Earl Thomas Archer. J'ai cliqué sur l'acte. Mon écran s'est rempli de documents scannés, vieux et jaunis sur les bords, comme le papier devient quand il est archivé dans le sous-sol d'un palais de justice depuis 20 ans. La signature d'Earl était en bas de la page 2, la même signature que j'avais vue sur des cartes d'anniversaire, des bulletins scolaires et une liste de courses manuscrites que ma grand-mère avait gardée encadrée dans la cuisine jusqu'à son décès. Grande et délibérée, comme les gens signent des choses quand signer signifiait quelque chose. Sous sa signature, un cachet de notaire. Sous le cachet de notaire, une date de dépôt enregistrée. Une semaine avant la mort d'Earl. Je me suis assise sur ma chaise. J'ai affiché la chaîne de propriété. Chaque transfert, chaque privilège, chaque modification de cette propriété depuis 1971. Earl Archer, propriétaire initial, 1971.
Aucun transfert ultérieur, aucun changement d'acte, aucun refinancement au nom de quelqu'un d'autre. La maison était passée d'heure la moi en octobre 2004, et en 20 ans, rien ne l'avait déplacée. Ma mère avait vécu dans ma maison pendant 20 ans. Ma mère l'avait appelée « sa maison » pendant 20 ans. Ma mère y avait préparé des dîners du dimanche, organisé Noël, montré la salle de bain à l'étage à ses amis, à son club de lecture et à son nouveau petit ami, Randall Puy. Et chaque fois qu'elle l'avait fait, c'était dans une maison qui appartenait à sa fille. J'ai ouvert un nouveau dossier sur mon bureau. Je l'ai intitulé « Birchwood ». J'ai commencé à télécharger des documents. Je n'ai pas appelé ma mère. Je n'ai appelé personne. Je suis resté avec ça pendant 40 minutes. Comme on reste avec quelque chose qui réorganise tout ce qu'on croyait comprendre. Pas le genre de « rester » lié au chagrin. Le genre lié à la comptabilité. Le genre où l'on revérifie les chiffres parce que le total ne peut pas être bon. Et puis on vérifie encore, et c'est bon. Et il faut juste laisser le chiffre être vrai. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Wanda. Non pas parce que j'avais besoin de réconfort, mais parce que j'avais besoin que quelqu'un me dise que je ne perdais pas la tête. Wanda Brigg travaille chez Morrison & Webb depuis 6 ans. Elle a 40 ans, originaire de Spartanburg, en Caroline du Sud, et elle a une opinion sur tout, et la voix qui va avec. C'est la personne que vous voulez à vos côtés en cas de crise. Non pas parce qu'elle reste calme, mais parce qu'elle ne prétend pas que la crise n'existe pas. Wanda regarde un problème directement en face et lui dit exactement ce qu'elle en pense. Je me suis dirigé vers son bureau. Je n'ai rien dit. J'ai tourné mon moniteur pour qu'elle puisse voir l'écran. Wanda a lu. Elle a fait défiler. Elle relut. 4 secondes passèrent. Puis 5. Je les ai comptées. Elle se leva de sa chaise, alla à la salle de repos, revint avec sa tasse de café, se rassit, relut une dernière fois, « Bébé, dit-elle, ta maman vit dans ta maison depuis 20 ans. Oui, sans loyer. Oui. Wanda posa sa tasse. Elle regarda le plafond un instant, comme les gens regardent le plafond quand ils font le calcul et n'aiment pas la réponse. Seigneur, aie pitié. Elle me regarda de nouveau. Qu'est-ce que tu vas faire? Finir la recherche de titre Harrington, dis-je. Puis appeler un avocat spécialisé dans l'immobilier. C'est tout? C'est tout ce que tu as pour l'instant? Et laisser reposer un moment. Wanda me fixa. Ma fille, dit-elle, ce qui est le mot que Wanda utilise quand elle a environ 40 choses à dire et qu'elle a décidé, contre sa nature, de n'en dire qu'une. Je suis retourné à mon bureau. J'ai terminé la recherche Harrington. J'ai envoyé le dossier à l'avocat à l'étage. Puis j'ai ouvert le dossier Birchwood et j'ai commencé à tout lire depuis le début. Voici ce que j'ai trouvé, présenté dans l'ordre comme je présenterais n'importe quel dossier. Mon grand-père Earl est décédé le 21 octobre 2004. Il a laissé un testament. Le testament avait été rédigé 8 jours avant sa mort, par un avocat nommé Harold Puy à High Point, en Caroline du Nord. Harold Puy est maintenant à la retraite. Le testament a été déposé auprès du tribunal des successions du comté de Guildford dans les 30 jours suivant le décès d'Earl, ce qui est standard. Le testament laissait la propriété du 1147 Birchwood Drive à Simone Marie Archer, petite fille, âgée de 17 ans. Non pas à mon père, Ray Archer, qui était le seul fils d'Earl et qui avait disparu de nos vies depuis 9 ans à ce moment-là. Non pas à ma mère, Gloria Archer, qui avait vécu dans cette maison pendant 11 ans au moment du décès d'Earl. À moi. Je ne savais rien de tout cela. J'avais 17 ans. Quand Earl est mort, ma mère m'a assise et m'a dit qu'il avait tout laissé à la famille. C'est le mot qu'elle a utilisé, la famille. Elle n'a pas expliqué ce que cela signifiait ni ce que cela incluait. Je n'ai pas demandé. J'avais 17 ans, j'étais en deuil et je l'ai cru. 2 semaines après le décès d'Earl, ma mère a déposé une demande de procuration pour la propriété, invoquant mon âge et son rôle de tutrice légale. La procuration a été accordée. Elle lui donnait l'autorité de gérer la propriété en mon nom jusqu'à mes 21 ans, ou jusqu'à ce que je la révoque, selon la première éventualité. J'ai eu 21 ans en 1989. Non, ce n'est pas juste. J'ai eu 21 ans en 2008. La procuration a expiré en 2009. En 2009, personne n'a rien déposé. Pas de transfert d'acte,
pas de procuration actualisée, aucun document légal d'aucune sorte. La propriété est restée à mon nom exactement comme Earl l'avait laissé. Ma mère a continué à vivre dans la maison. Elle a continué à l'appeler sa maison. Elle a continué à la présenter comme sa maison à chaque personne qu'elle y a invitée. Je suis resté à mon bureau à lire des documents de cas pendant 2 heures et demie. Puis je me suis adossé à ma chaise et j'ai regardé le plafond longuement, comme Wanda l'avait regardé quand elle faisait le calcul. Le calcul était le suivant, ma mère avait vécu dans ma propriété pendant 15 ans au-delà du point où elle avait une quelconque autorité légale pour la gérer en mon nom. Elle n'avait pas de bail. Elle n'avait pas de contrat de location. Elle n'avait aucune revendication écrite d'aucune sorte sur cette adresse. Elle était, dans le langage que j'utilise tous les jours à ce bureau, une locataire à volonté. J'avais une locataire à volonté vivant dans ma maison, qui croyait en être propriétaire. Je dois vous parler du sous-sol d'Earl. Chaque maison a une pièce qui appartient à la personne qui l'a construite. Non pas en raison de l'acte, du titre ou de la chaîne de propriété, mais à cause de ce qui s'y passe, de ce qui y est fabriqué, de ce que cette personne a mis dans les murs et les étagères, et de la façon particulière dont la lumière entre par la fenêtre l'après-midi. La pièce d'Earl était le sous-sol. Il y avait un établi, un long, en chaîne massive de 4 pouces d'épaisseur sur le dessus, le genre de surface qui ne bouge pas, peu importe ce que l'on y met. Au-dessus, sur le mur, il avait accroché chaque outil qu'il possédait à un crochet séparé. Chaque crochet était ajusté à la forme de cet outil spécifique, de sorte que, lorsque vous regardiez le mur, vous voyez le contour des marteaux, des ciseaux, d'une chignole et d'une raboteuse, arrangés comme un portrait de famille d'objets ayant fait du bon travail. J'avais 10 ans quand il m'a permis pour la première fois de me tenir à ses côtés pendant qu'il travaillait. Il construisait une chaise ce jour-là. Il a posé un morceau de bois devant moi et a mis une petite raboteuse dans mes mains. « Essaie » a-t-il dit. J'ai essayé. Le bois a mal bougé. Mes bras ont mal bougé. J'ai poussé trop fort et la raboteuse a glissé du coin. Earl a regardé. Il ne m'a pas retiré l'outil. Il a plutôt ajusté mes mains, repositionné mes pieds, m'a montré où mettre mon poids. J'ai réessayé. Le copeau est parti net. Il a regardé mes mains un instant. Puis il a dit, « Tu as des mains stables, ma fille, comme moi. » Il est retourné à son travail. Je suis retourné au mien. J'y pense beaucoup. Je n'y pense pas comme les gens pensent aux bons souvenirs. J'y pense comme on pense à une pièce à conviction qu'on a classée quelque part et qu'on doit retrouver maintenant. Earl savait quelque chose quand il a écrit ce testament. Il avait un fils qui était parti, une belle-fille en qui il n'avait pas confiance pour ce qui importait, et une petite fille qui avait des mains stables. Il a fait son choix. Il ne m'a juste jamais dit qu'il l'avait fait. Mon premier réflexe, après avoir lu l'acte 3 fois, le registre des successions 2 fois et la procuration expirée 1 fois, fut d'appeler ma mère. J'avais mon téléphone en main, son nom dans mes contacts, mon pouce au-dessus du bouton d'appel. J'ai posé le téléphone. Wanda est apparue à mon bureau avec 2 tasses de café. Elle en posa une devant moi et s'assit sur la chaise de rechange avec l'autre. Elle attendait que j'atteigne ce point. Wanda est douée pour savoir quand attendre. « Tu penses à l'appeler » dit-elle. Ce n'était pas une question. Je pensais. Ne le fais pas. Je sais. Tu as besoin d'un avocat d'abord. Ton propre avocat. Pas un d'ici. Un avocat immobilier. Quelqu'un qui s'occupe de litiges immobiliers résidentiels. Elle enveloppa ses 2 mains autour de sa tasse. Tu dois savoir ce que tu as entre les mains avant d'entamer cette conversation. Pour l'instant, tu as un acte et une procuration expirés. C'est suffisant pour te tenir debout, mais tu as besoin de quelqu'un pour te dire exactement jusqu'où cela tient. Elle avait raison. Je savais qu'elle avait raison avant qu'elle ne le dise. Je l'avais su au moment où j'ai posé le téléphone. J'ai appelé Peg Morrison le lendemain matin. 3 mois plus tard, je n'avais toujours pas appelé ma mère. Je me disais que c'était parce que je bâtissais le dossier, parce que j'étais minutieuse, parce qu'une bonne parajuriste ne bouge pas tant que le dossier n'est pas complet. Mais Wanda m'avait demandé une fois, très doucement, pourquoi j'attendais vraiment, et je n'avais pas pu lui répondre. Pas honnêtement, pas encore. Ce que je sais maintenant, avec le recul, c'est ceci, j'attendais parce qu'une partie de moi croyait encore que, si je lui donnais assez de temps, elle ferait quelque chose qui faciliterait les choses.
dire quelque chose. Proposer quelque chose. M'appeler et dire, Simone, il y a quelque chose que je dois te dire à propos du testament d'Earl. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. Elle n'a pas appelé. Elle n'a jamais appelé. Ce qu'elle a fait, c'est m'inviter à un dîner. Peg Morrison pratique le droit immobilier à Greensboro depuis 31 ans. Elle a 62 ans. Elle a un bureau d'angle au 4e étage d'un bâtiment sur Elm Street. Et dans ce bureau, il y a un ficus qui est en train de mourir depuis si longtemps qu'il est devenu une sorte d'institution. Personne ne l'arrose, personne ne le jette. Peg dit que ça lui rappelle que certaines choses persistent par pure obstination, une qualité qu'elle admire. Elle a lu tout ce que je lui avais apporté en environ 12 minutes, l'acte, le registre des successions, le dépôt de la procuration et sa date d'expiration, la chaîne de propriété remontant à 1971. J'avais organisé le tout comme j'organise les dossiers au travail, chronologiquement, avec un résumé d'une page au début. Peg a posé le résumé. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Simone, dit-elle, vous êtes propriétaire de cette maison. Vous l'êtes depuis l'âge de 17 ans. Votre mère y vit en tant que locataire à volonté. Pas de bail, pas de contrat de location, aucune revendication légale d'aucune sorte. Elle marqua une pause. Techniquement, elle vous doit 20 ans de loyer impayé. Je ne dis rien. Je plaisante pour le loyer, dit Peg, mais pas pour la propriété. Elle se tourna vers son ordinateur et consulta directement les registres du comté de Guilford, effectuant la même recherche que j'avais faite, vérifiant elle-même, comme les bons avocats vérifient tout eux-mêmes. Le même acte apparut, le même nom. Elle le lut, cliqua en arrière, le relut. La procuration a expiré en 2009, dit-elle. Après cela, votre mère n'avait plus aucune autorité légale pour agir au nom de la propriété. Ni pour la gérer, ni pour la refinancer, ni pour y ajouter qui que ce soit, ni pour la transférer. Elle me regarda. Est-elle en train de prévoir de faire l'une de ces choses? Je pense qu'elle pourrait ajouter quelqu'un à l'acte, dis-je. Son petit ami, ils sont ensemble depuis environ 8 mois. Peg retira ses lunettes de lecture. Elle les tint dans sa main un instant. Alors nous devons agir, dit-elle. Je peux préparer une injonction de cesser et de s'abstenir. Elle sera envoyée sous mon en-tête. Elle nommera la propriété. Elle précisera que toute tentative de modifier le titre d'une propriété qu'elle ne possède pas est légalement passible de poursuite. Elle marqua une pause. Cela rendra aussi la chose réelle pour vous deux. Je sais, dis-je. Voulez-vous lui donner une chance de répondre en privé d'abord, avant tout document légal? J'y avais réfléchi. Je n'avais pensé à presque rien d'autre pendant 3 mois. Non, dis-je. J'ai essayé d'attendre. Cela n'a pas aidé. Peg hocha la tête. Elle prit une note sur son bloc-notes. J'aurai quelque chose de prêt d'ici la fin de la semaine prochaine. Je la remerciai. Je rassemblai mon dossier. Je sortis par le hall et entrai dans le parking souterrain, puis je montai dans ma voiture et y restai, sans la démarrer, pendant très longtemps. Je m'attendais à ressentir quelque chose de différent. J'avais monté un dossier. J'avais des documents. J'avais un avocat qui avait tout examiné et confirmé sans hésitation que j'avais raison, qu'Earl m'avait laissé la maison, que la maison était à moi, que ma mère y vivait depuis 20 ans en vertu d'un arrangement légal qui avait expiré la 2e année de l'administration Obama. J'étais assise dans le parking garantissant et je n'avais pas l'impression d'avoir gagné quoi que ce soit. Le chagrin qui vint n'était pas le genre aigu. Ce n'était pas le genre qui arrive par vagues et passe. C'était le genre rond et doux qui s'installe dans le corps sans s'annoncer, celui que l'on ne remarque pas avant d'essayer de prendre une grande inspiration et de découvrir que quelque chose s'est déjà installé et occupe l'espace. J'avais raison. J'avais toujours eu raison. Earl avait su que j'avais raison quand il avait signé l'acte. Et rien de tout cela ne changeait le fait que j'étais assise dans un parking à Greensboro, pleurant sur le volant d'une Subaru de 12 ans, parce que la vérité avait enfin cessé d'être une théorie et était devenue un fait. La vérité, une fois qu'elle devient un fait, est permanente. On ne peut pas la désapprendre. Il y a une odeur qui accompagne le souvenir que je vais vous raconter. C'est l'odeur d'une cafétéria scolaire en mars. Cette combinaison particulière de nettoyants industriels, de jus de fruits et de la chaleur des plateaux de service. L'odeur qui signifie la dernière ligne droite de l'année scolaire,
quand tout semble encore possible et que l'on n'est pas encore assez vieux pour savoir que « possible » n'est pas la même chose que « certain ». J'avais 16 ans. Je venais d'être nommé bénéficiaire d'une bourse complète à l'Appalachian State University à Boone, en Caroline du Nord. Parcours prédroit, frais de scolarité complets, chambre et pension, 4 ans. J'avais postulé en novembre et ne l'avais dit à personne. J'avais reçu la lettre d'acceptation en février et ne l'avais dit à personne. Je l'ai portée dans mon sac à dos pendant 3 semaines avant de la ramener à la maison. Je l'ai posée sur la table de la cuisine après le dîner. Ma mère l'a lu pendant que je me tenais près de l'évier. J'ai observé son visage comme on observe le visage de quelqu'un à qui on a remis quelque chose de fragile et dont on n'est pas sûr qu'il comprenne ce qu'il tient. Elle l'a lu une fois. Puis elle l'a posé sur la table et l'a lissé de sa main, doucement, comme si elle rangeait quelque chose. « Boone est à 4 heures d'ici, dit-elle. »« Je sais, Simone. » Elle me regarda. Sa voix n'était pas en colère. C'était l'autre chose, la chose avec laquelle il était plus difficile de discuter. Nous ne sommes que nous deux. Il n'y a toujours eu que nous deux. Je regardais la lettre d'acceptation sur la table. Je regardais les mains de ma mère, toujours posées dessus. « Je ne dis pas que tu ne peux pas y aller, dit-elle. Je dis juste que tu sais ce que deviendrait cette maison sans toi ici. » J'ai appelé Appalachian State le lendemain matin. J'ai annulé mon inscription avant la date limite. J'ai dit au bureau des admissions qu'il y avait eu un changement dans ma situation familiale. La femme au téléphone a été gentille à ce sujet. Elle m'a dit que je pouvais refaire ma demande l'année suivante. Je n'ai jamais refait de demande. Je n'ai pas pensé à cet appel téléphonique depuis très longtemps. Je ne me suis pas permis d'y penser. Il y a un type de décision particulière que l'on ne peut survivre qu'en ne la regardant pas directement, comme on ne peut pas regarder certains types de lumière. Assise dans le parking de Peg, je l'ai regardé directement. La question que Wanda m'a posée une fois très doucement était celle-ci. Pourquoi j'attendais vraiment? Je lui avais dit que je montais le dossier, que j'étais minutieuse, que je me donnais le temps de comprendre ce que je détenais avant d'entamer la conversation. Tout cela était vrai, mais sous les choses vraies, il y avait ceci, j'attendais parce qu'une partie de moi, que je n'avais pas encore démantelée, croyait encore. Si je lui donnais assez de temps, ma mère me surprendrait. Qu'elle appellerait un dimanche et dirait, « Simone, il y a quelque chose que je voulais te dire. Quelque chose à propos du testament d'Earl. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. » Elle n'a pas appelé. Ce qu'elle a fait à la place, c'est m'appeler un jeudi soir. La même façon qu'elle appelait toujours. Mon nom d'abord, puis une pause. La façon dont elle prononce mon nom quand elle a déjà décidé de ce que la conversation va être. Viens dîner dimanche, dit-elle. Annonce spéciale. Tout le monde vient. Apporte quelque chose. Je lui ai dit que j'apporterais une coblée aux pêches. J'ai raccroché et j'ai envoyé un SMS à Peg. Nous devons être prêts avant dimanche. Peg répondit 4 minutes plus tard. J'aurai tout rédigé d'ici vendredi après-midi. Je posai mon téléphone sur le comptoir de ma cuisine et restai un instant dans mon appartement, dans le silence. Le réfrigérateur ronronnait. La lumière du soir traversait la fenêtre à l'angle habituel à cette période de l'année. J'avais passé 3 mois à attendre que ma mère soit quelqu'un qu'elle n'était pas. Le dimanche, j'allais cesser d'attendre. J'avais conduit à Bearwood Drive des centaines de fois dans ma vie. Je connaissais chaque virage par la sensation de la route sous les pneus. Chaque repère par sa place dans une séquence que j'avais cessé de voir il y a des années. La station-service au coin de Summit. L'église avec son panneau de chapiteaux qui manquait la lettre B depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. La rangée de poiriers de Bradford le long du dernier tronçon avant le virage, qui fleurissait en blanc chaque printemps et sentait, selon Wanda, comme si quelque chose avait mal tourné dans la cuisine. Ce dimanche fut la première fois que je m'assis dans ma voiture après avoir tourné sur Birchwood Drive et regardé la maison avant d'en sortir. Je ne veux pas dire que je l'ai regardé comme on regarde quelque chose de familier. Je veux dire que je l'ai regardé comme je regarde un registre de propriété. Structurellement, systématiquement, en commençant par la ligne de toit et en descendant. Le toit avait besoin d'attention du côté nord. Pas d'urgence, mais dans quelques années. Les gouttières à l'est s'étaient détachées de la planche de rive à un coin. Le porche avant, celui qu'Earl avait construit lui-même, était solide. Les planches n'avaient pas bougé.
Les plantations de fondation étaient envahies, mais saines. Le chêne qu'Earl avait planté en 1975 était énorme maintenant, 3 étages de haut, assez large pour que 2 personnes ne puissent pas l'enlacer. Il avait survécu à chaque tempête qui avait traversé Greensboro pendant 50 ans. La maison était à moi. Je le savais intellectuellement depuis septembre. Je le comprenais maintenant d'une manière différente. La façon dont on comprend quelque chose quand on le regarde, et pas seulement quand on y pense. Un homme apparut sur le côté de la maison avec un pied de biche. Il avait environ 55 ans, solidement bâti, portant des vêtements de travail qui avaient été lavés de nombreuses fois. Il remplaçait une planche sur la clôture le long de la cour latérale. Il travaillait efficacement et sans lever les yeux, comme travaillent les gens qui savent ce qu'ils font. Il me remarqua, toujours assise dans ma voiture, et leva la main d'une manière amicale. Je sortis. Nous étions assez proches pour parler. Randall puis, dit-il. Simone Archer. Il hocha la tête, comme le font les hommes qui travaillent de leurs mains, un simple signe de reconnaissance sans cérémonie. Il regarda la maison un instant, de la même manière que je venais de la regarder, puis il dit, c'est une bonne fondation. Earl savait ce qu'il faisait. Oui, dis-je. Randall retourna à la planche de clôture. Je suis entré. Ma mère avait préparé de la nourriture pour 20 personnes. Ce n'est pas inhabituel. Gloria Archer cuisine comme elle fait la plupart des choses, à une échelle qui garantit que personne ne pourra dire qu'elle n'a pas essayé. La table de la salle à manger avait 2 rallonges supplémentaires. La bonne nappe était sortie. Celle couleur crème qu'elle réserve aux occasions qu'elle considère importantes. Nous étions 14 lorsque tout le monde est arrivé, tante et cousin. Une voisine d'en bas de la rue qui va à l'église de Gloria. Une femme que je ne connaissais pas, qui s'est avérée être quelqu'un du club de lecture de ma mère. Randall était rentré de l'extérieur, s'était rafraîchi et était assis au bout de la table, parlant doucement à mon cousin Terence de quelque chose impliquant une camionnette. J'ai aidé à apporter les plats de la cuisine. J'ai rempli la carafe de thé glacé quand elle était vide. J'ai fait les choses que j'ai toujours faites à ces dîners, ce qui consiste principalement à être utile de manière à ne pas être au centre de quoi que ce soit. Mais j'observais. J'avais observé ma mère dans cette maison toute ma vie sans enregistrer ce que je regardais. Ce dimanche, j'ai tout enregistré, la façon dont elle posait sa main à plat sur le comptoir de la cuisine quand elle parlait, la façon dont une personne touche quelque chose dont elle est certaine qu'il lui appartient. La façon dont elle a fait visiter la maison à Randall, que j'entendais depuis la cuisine, pièce par pièce, voici la salle à manger. J'ai poncé ces parquets moi-même. Voici la chambre arrière. J'ai installé de nouvelles fenêtres il y a 3 ans. Elle n'avait pas poncé les parquets elle-même. Elle avait engagé quelqu'un. Je lui avais viré l'argent. Les photographies sur le mur de la salle à manger étaient toutes de Gloria, Gloria à des événements religieux, Gloria à un barbecue. Gloria et Randall dans ce qui semblait être les jardins botaniques. Une photo scolaire de moi, vers 10 ans, que je n'avais pas vue depuis des années, et qui me donnait l'air de me concentrer très fort pour ne pas cligner des yeux. Et dans le coin le plus éloigné de la pièce, derrière un lampadaire légèrement incliné devant elle, une photographie encadrée d'Earl. C'était la seule de la maison. Il se tenait devant un établi, que je savais être l'établi du sous-sol. Ses bras le long du corps et son expression, celle qu'il avait toujours sur les photographies, ni inamicale, ni jouant un rôle non plus, simplement présent. Personne n'avait déplacé sa photo à un meilleur endroit en 20 ans. Je me suis posté à l'entrée de la cuisine pendant que les assiettes étaient passées. C'est à ce moment-là que j'ai entendu ma mère au téléphone dans le couloir. Elle s'était éloignée de la table, juste au coin. Elle parlait doucement, mais la maison n'est pas grande et j'étais proche. Oui, dit-elle. Randall va emménager. Je vais aussi mettre son nom sur l'acte. Officialiser la chose. Ce qui est à moi doit être à lui. Elle est revenue dans la salle à manger un instant plus tard avec l'expression qu'elle utilise quand elle considère une affaire réglée. Je me suis excusé pour aller aux toilettes. Je me suis assise sur le bord de la baignoire pendant 1 minute. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai tapé un message à Peg Morrison. Elle compte l'ajouter à l'acte. Nous devons agir maintenant. J'ai remis mon téléphone dans ma poche. Je suis retourné à table. J'ai mangé mon repas et j'ai répondu aux questions quand elles m'étaient adressées. Et j'ai regardé l'horloge au-dessus du réfrigérateur dans la cuisine compter les minutes.
Quand le Koblet aux pêches est arrivé, je me suis levé et j'ai dit que je devais partir. Mon cousin Terence leva les yeux de son assiette avec une véritable inquiétude. « Tu pars déjà » dit-il. « Le Koblet est encore chaud. » Je regardai le Koblet. C'était un bon Koblet. Je l'avais fait moi-même. « Garde-moi un morceau, dis-je. » Je pris mon sac dans le placard du hall. Je dis au revoir. Je me dirigeai vers ma voiture. Peg rappela 23 minutes plus tard, juste au moment où j'entrais sur l'autoroute. « L'injonction sera prête jeudi, dit-elle. Ne la laissez rien faire avec cette propriété avant. » Je lui dis que je ne le ferai pas. Le lendemain matin, avant même d'avoir fini ma première tasse de café, ma mère appela. « Dîner du dimanche, dit-elle. Tout le monde vient. Annonce spéciale. Ne sois pas en retard. » Je lui dis que je ne serai pas en retard. Puis j'ai appelé Peg et lui ai dit, il faut que tout soit prêt avant dimanche, pas après. Il y eut une brève pause de son côté. La pause qu'elle fait quand elle ajoute une ligne à son bloc-notes. C'est fait, dit-elle. Ma mère cuisinait depuis vendredi. Je pouvais le voir à la quantité de nourriture et à l'épuisement particulier qu'elle porte quand elle est dans une cuisine depuis 2 jours. La façon dont elle bouge quand son dos lui fait mal, mais elle ne le reconnaîtra pas parce que le reconnaître l'obligerait à s'arrêter. 2 sortes de tartes sur le comptoir, une marmite de choux verts qui était clairement sur la cuisinière depuis le matin. Les côtes avaient fumé toute la nuit. Les macaronis étaient gratinés, avec 3 fromages, le genre qu'elle ne fait que pour les occasions qu'elle considère suffisamment importantes pour justifier l'effort. 14 personnes sont venues. Les tantes, mes cousins, la voisine de l'église, la femme du club de lecture. 2 personnes que je reconnais du groupe d'études bibliques que ma mère fréquente le mercredi soir. La camionnette de Randall était garée sur le trottoir, ce qui signifiait qu'il n'était pas venu avec elle, ce qui signifiait qu'on lui avait demandé d'arriver séparément, ce qui signifiait que cela avait été planifié assez soigneusement pour que la mise en scène ait de l'importance. La table avait ses 2 rallonges. La nappe crème était sortie. Ma mère portait la robe qu'elle avait mise au mariage de ma cousine il y a 3 ans, qui est bleu marine et a un petit bouton de perle au col qu'elle ferme quand l'occasion est formelle. Je me suis assise à ma chaise habituelle, vers le milieu de la table, entre ma tante Céleste et un cousin que j'appellerai Marcus pour les besoins de cette histoire. Mon sac était par terre à côté de ma chaise. Je l'y avais posé délibérément, assez près pour que je puisse y atteindre sans me lever. L'enveloppe du bureau de Peg était à l'intérieur. Elle y était depuis jeudi quand j'avais conduit jusqu'à M Street, signé tout ce que Peg avait préparé, et l'avait ramené dans ma voiture sans la rouvrir. Je n'avais pas besoin de l'ouvrir. Je savais ce qu'il y était écrit. Le repas se déroula comme toujours chez ma mère. On passait les plats. On offrait des compliments. Ma tante Céleste interrogea Randall sur son travail d'entrepreneur, et Randall répondit avec sa manière prudente et mesurée, sans en dire plus que ce qui lui était demandé. Terence mangea une quantité de macaroni que je n'estimerai pas par respect pour les morts. Quelqu'un m'a posé des questions sur mon travail, et j'ai dit que c'était bien, et ce fut la fin de la conversation. Ma mère a traversé le repas comme une femme avec quelque chose dans sa poche. Son attention revenait sans cesse à Randall, et quand c'était le cas, il y avait une certaine qualité que je reconnaissais, c'était la façon dont elle regardait quand elle avait pris une décision et qu'elle attendait le moment de l'annoncer. Les assiettes étaient presque toutes débarrassées avant qu'elle ne tape sa fourchette contre son verre d'eau. Le silence se fit dans la pièce. Elle se leva. Elle regarda chacun de nous autour de la table, comme elle le fait quand elle veut s'assurer que tout le monde est attentif. Ma mère est très douée pour la pause avant la déclaration. Elle a toujours compris que le silence, utilisé correctement, est une forme d'emphase. Vous savez tous que j'ai toujours cru que cette maison était plus qu'un simple lieu de vie, dit-elle. C'est une question de famille. C'est une question de qui nous sommes les uns pour les autres et de ce que nous transmettons. Elle regarda Randall. Randall puis est un homme bon. Il est stable et gentil, et il m'a montré ce que c'est quand quelqu'un est vraiment présent. Elle sourit. Je veux qu'il fasse officiellement partie de cette famille, et je veux commencer par faire de cette maison sa maison aussi. Je vais mettre son nom sur l'acte. Un son s'éleva autour de la table. Pas tout à fait des applaudissements, plutôt un soupir collectif, le son d'une pièce qui décide comment recevoir une annonce plus importante que prévu. Ma tante Céleste porta une main à sa poitrine.
La femme du club de lecture dit « Oh, comme c'est merveilleux !» Quelqu'un se mit à applaudir. Je n'applaudis pas. Je restais assise, les mains sur mes genoux. Randall regardait ma mère avec l'expression de quelqu'un à qui on en avait parlé à l'avance, mais qui n'était pas encore tout à fait sûr de ce qu'il en pensait. Il hocha la tête. Il tendit la main et couvrit la sienne. Voici ce que je pensais, assis sur cette chaise pendant que la pièce autour de moi faisait des bruits de célébration. Je pensais, c'est le moment. Pas lundi, pas un appel téléphonique, pas une lettre de Peg. Maintenant, devant chaque personne de cette famille qui est assez âgée pour comprendre ce qui se passe. J'avais le document. J'avais tout ce dont j'avais besoin. La seule chose que j'avais à faire était de tendre la main et de le sortir. Et puis l'autre pensée est venue, celle qui me suit depuis l'âge de 16 ans. Celle qui ressemble à de la logique et fonctionne comme une cage, ne soit pas celle qui brise ça. Pas ici. Pas devant tout le monde. Tu peux appeler Peg lundi. Tu peux envoyer la mise en demeure par la poste. Tu peux lui donner une chance de répondre en privé, sans public, sans transformer ça en une scène que toutes les personnes présentes se rappelleront toute leur vie. Tu peux le faire en douceur, avec gentillesse, de la manière qui ne te fera pas passer pour la personne qui est entrée au dîner de ta mère et a posé un document légal sur la table devant 14 personnes. Je suis resté avec cette pensée le temps qu'il a fallu à ma mère pour finir de remercier tout le monde d'être là. Et puis elle m'a regardé. Elle avait parcouru la table de ses yeux. Le même circuit lent qu'elle fait toujours quand elle parle à une pièce. Et quand elle m'a atteinte, elle a fait une pause. Comme on fait une pause sur une marche légèrement plus basse que prévu. Simone, dit-elle, tu n'as jamais vraiment été un membre contribuable de ce foyer. Le sourire ne changea pas. Une fois que Randall sera ici, ce sera sa maison. Tu comprends ce que cela signifie? Tu ne te contentes plus de venir le dimanche. Tu appelles d'abord. Tu demandes. Elle regarda autour de la table, englobant la pièce, comme elle le fait toujours. Je suppose que c'est ton dernier repas ici, tel que les choses ont été. Mais ce n'est pas grave. Tu seras toujours la bienvenue pour visiter. Le mot atterrit comme certains mots atterrissent. Pas bruyamment. Précisément. J'entendis la voix de Peg d'un jeudi après-midi, dans un parking qui me semblait déjà appartenir à une autre année. 30 ans, c'est long d'être un invité. La pensée qui avait immobilisé ma main se dissipa. Elle ne discuta pas. Elle ne se battit pas. Elle n'était tout simplement plus là. Je fouillai dans mon sac. La pièce parlait encore. Quelqu'un disait quelque chose à Randall à propos de la maison. Ma tante Céleste s'essuyait les yeux avec une serviette. Terence était retourné à ses macaronis. Je sortis l'enveloppe manille. Je la posai sur la table, au centre, là où tout le monde pouvait la voir, dans l'espace entre la carafe d'eau et la corbeille à pain, avec la même délibération qu'Earl utilisait pour poser ses outils à la fin d'une journée de travail. Ni négligemment, ni dramatiquement. Simplement avec le poids de quelque chose qui signifie ce qu'il est. Je regardai ma mère. C'est de mon avocat, dis-je. Ma mère ramassa l'enveloppe. Elle la regarda un instant avant de l'ouvrir. La façon dont les gens regardent quelque chose qu'ils ne veulent pas toucher, mais qu'ils ne peuvent pas reposer. Puis elle sortit les documents. 2 pages plus la copie de l'acte jointe. L'entête de Peg en haut de la première page. Mon nom et le nom de ma mère et l'adresse du 1147 Bearwood Drive et un langage précis et spécifique qui ne laissait aucune place à l'interprétation. La pièce était devenue silencieuse au moment où Gloria arriva en bas de la première page, pas le silence poli d'un repas, l'autre genre. Elle lut la 2e page, puis elle regarda la copie de l'acte, celle avec la signature d'Earl, celle d'octobre 2004. Elle la lut une fois, elle la lut de nouveau. Un long moment passa. « Qu'est-ce que c'est » dit-elle. Elle ne demandait pas. Elle savait ce que c'était. La question était la seule chose qui se tenait entre elle et ceux qui allaient suivre. C'est une injonction de cesser et de s'abstenir, dis-je. Et une copie de l'acte qu'Earl a déposé la semaine avant sa mort. La maison est à mon nom depuis que j'ai 17 ans. L'injonction signifie que toute tentative de modifier le titre de cette propriété, d'y ajouter des noms, de la refinancer ou de transférer tout intérêt dans celle-ci est légalement passible de poursuite. Ma tante Céleste tendit la main à travers la table et prit le document des mains de Gloria.
Elle lut le premier paragraphe. Puis elle le posa très soigneusement, comme on pose quelque chose que l'on n'avait pas réalisé être chaud avant de le tenir. Les registres immobiliers du comté de Guildford sont publics, dis-je. N'importe qui à cette table peut les consulter ce soir. Personne ne dit rien pendant un instant. Puis mon cousin Marcus, qui a une voix forte et l'utilise généreusement, a dit « Elle ne peut pas faire ça à la maison de sa mère. » Ce n'est pas la maison de sa mère, dis-je. Ça n'a jamais été la maison de sa mère. C'est la mienne. Je regardais ma mère, ce qui veut dire maman, que c'est aussi ton dernier repas ici, pas seulement le mien. Puis je regardais Randall. Randall tendait la main. Il l'avait fait discrètement pendant que Marcus parlait. Il demandait le document. Je lui passai la copie de l'acte. Il le lut comme il fait la plupart des choses, sans hâte, en commençant par le début, sans sauter à la fin. La pièce attendait. Il tourna la deuxième page. Il regarda la signature d'Earl. Il regarda la date. Il posa le document sur la table devant lui. Il se tourna vers ma mère. « Vous m'avez dit que c'était votre maison, dit-il. » Il n'était pas accusateur. Il n'était pas bruyant. Il le dit comme quelqu'un qui affirme quelque chose qu'il vient de confirmer. Comme on dit le numéro de l'autoroute quand on a vérifié la carte et que maintenant on est certain. Gloria ouvrit la bouche. Rien ne sortit. Randall se leva. Il me regarda de l'autre côté de la table. Pas chaleureusement, pas froidement, mais directement. Comme quelqu'un vous regarde quand il respecte que vous ayez fait quelque chose qu'il n'aurait peut-être pas pu faire lui-même. Il hocha la tête une fois. « Je suis désolé, dit-il. » Puis il ramassa sa veste sur le dossier de sa chaise et se dirigea vers la porte d'entrée et la referma derrière lui. La pièce était très calme. Puis Terence leva les yeux de son assiette et regarda les visages, puis baissa de nouveau les yeux vers son assiette et dit « Alors, le dîner continue-t-il » La femme du club de lecture expira le rire qui jaillit quand quelque chose est à la fois faux et exactement juste. Quelqu'un donna un coup de pied à Terence sous la table. Il leva les yeux avec une sincérité totale et dit « Quoi ? Je demande pour moi-même. » Ma mère se tourna vers moi. L'expression qu'elle avait portée depuis qu'elle avait ouvert l'enveloppe, celle qui avait traversé quelque chose que je ne pouvais pas nommer, se transforma en quelque chose que je reconnaissais. C'était l'expression qu'elle utilise quand elle a décidé que la meilleure défense est de rendre l'autre personne responsable de tout. « Earl n'aurait jamais voulu ça, dit-elle. » Sa voix était devenue basse et prudente. Earl aimait cette famille. Il n'aurait jamais voulu que sa propre petite-fille utilise un morceau de papier pour détruire ce qu'il a bâti. Earl a écrit l'acte, dis-je. Tu fais ça pour me faire du mal. Je fais ça parce que tu es sur le point de mettre le nom d'un homme sur la propriété de mon grand-père. Un homme que tu connais depuis 8 mois. C'est ma maison. Sa voix montait maintenant et la pièce le ressentait comme une pièce ressent un changement de pression. 30 ans que j'ai vécu dans cette maison. 30 ans que je l'ai gardée propre et payé des choses et en effet ce qu'elle est. Un morceau de papier n'efface pas 30 ans. Cela n'a rien à effacer. J'ai dit que l'acte ne dit pas ce que vous avez fait ou n'avez pas fait dans la maison. Il dit qui en est le propriétaire. Elle s'est tournée vers la pièce. Elle avait toujours été meilleure que moi pour manipuler une pièce. C'est l'une des choses qu'elle fait instinctivement, comme certaines personnes prennent leur téléphone quand elles sont mal à l'aise. Elle a regardé les tantes, les cousins, la voisine de l'église. « Vous voyez ce qu'elle fait, dit-elle. Vous voyez quel genre de fille fait ça ?» Ma tante Céleste ne dit rien. Elle regardait la table. Ma tante Phyllis, qui est la sœur cadette de Céleste et qui, de mémoire, n'a jamais été incertaine de rien, regardait la copie de l'acte qui était toujours posée devant la chaise vide de Randall. La voisine de l'église dit doucement mais clairement, « Gloria, dont le nom figure sur l'acte ?» Gloria ne lui répondit pas. Je me levai. Je passai la sangle de mon sac sur mon épaule. L'injonction est effective immédiatement, dis-je. Cela signifie aucun changement à la propriété, aucun nom ajouté, aucun accord conclu avec un tiers concernant le titre. Le bureau de Peg vous contactera pour les prochaines étapes. Je regardai ma mère. Tu as le temps. Je ne te demande rien ce soir, mais il fallait que cela arrive avant que tu n'ailles plus loin. Je dis au revoir à la pièce. Je n'étais pas sûr que la pièce m'ait entendu. J'allai au placard de l'entrée et pris ma veste,
puis je sortis par la porte d'entrée. La porte Curl avait lui-même suspendu, celle avec le panneau de verre teinté en haut qui projette une lumière colorée dans l'entrée en fin d'après-midi. Je la tirai derrière moi. Je restai assise dans ma voiture sur Bearwood Drive pendant un long moment. Les lumières étaient allumées à l'intérieur de la maison. Je pouvais voir des mouvements à travers la fenêtre avant, des formes qui traversaient d'un côté à l'autre, le dîner qui continuait ou se terminait ou se transformait en autre chose. Je ne pouvais pas dire laquelle. J'ai regardé la lumière colorée du panneau d'entrée briller sur le plafond du porche. Earl avait choisi ce verre lui-même. Il m'avait dit un jour qu'il voulait que les gens sachent qu'ils entraient dans un endroit qui avait été pensé. J'avais fait ce que j'étais venu faire. C'était fini, ou le début de la fin, ce qui est une chose compliquée en soi. Je m'étais attendu à du soulagement, de la colère, ou la satisfaction particulière qui vient quand on a eu raison de quelque chose pendant très longtemps et que, finalement, quelqu'un d'autre doit en faire les frais. Ce qui vint à la place était plus silencieux que tout cela. C'était quelque chose qui n'avait pas de nom clair, quelque chose qui ressemblait à une pièce quand tous les meubles ont été déplacés et que l'on se tient dans l'espace vide, regardant les contours sur le sol où les choses se trouvaient auparavant. Je suis rentré chez moi. Je n'ai appelé personne. Je me suis assise sur le sol de ma cuisine, le dos contre les armoires. Et je suis resté là jusqu'à ce que la lumière extérieure change, ce que je fais quand quelque chose s'est produit et que je dois le laisser devenir réel avant de pouvoir commencer à agir. Cela est devenu réel lentement, comme la plupart des choses vraies. Ma mère a appelé 14 fois en 3 jours. Je le sais car mon téléphone a compté. Je n'ai pas écouté les messages vocaux. J'ai lu les noms à mesure qu'ils arrivaient et j'ai posé le téléphone à chaque fois, Gloria. Gloria. Tante Céleste. Gloria. Un numéro que je ne reconnaissais pas, qui s'est avéré être ma tante Phyllis appelant depuis son fixe. Gloria, Marcus, Gloria. Les appels des tantes étaient plus difficiles que ceux de ma mère. J'avais préparé les appels de ma mère, mais pas ceux des tantes, ou pas entièrement, ce qui revient au même. Ma tante Céleste a laissé un message que j'ai écouté. Le deuxième jour, debout dans ma cuisine à 6 heures du matin, avant le travail, elle n'a pas dit que j'avais fait quelque chose de mal. Elle a dit qu'elle était inquiète pour ma mère. Elle a dit qu'elle espérait que je savais ce que je faisais. Elle a dit qu'elle priait pour nous deux, ce que les femmes de ma famille disent quand elles ne savent pas quoi dire d'autre, et ce qui sonne comme du réconfort et fonctionne comme une absence de réponse. Je suis allé travailler. Je suis rentré. J'ai mangé des choses dont je ne me souviens pas. Le troisième jour, je suis passé devant Bearwood Drive. Je ne me suis pas arrêté. J'ai roulé à une vitesse qui me permettait de voir la maison sans avoir l'air de la regarder, comme on jette un coup d'œil à quelque chose qu'on n'est pas censé regarder. Les lumières étaient allumées. Le poirier de Bradford au bord de la propriété avait fleuri pendant que je ne faisais pas attention. Blanc et abondant, et avec une légère odeur étrange, comme toujours en avril. La lumière du porche était allumée, celle qu'Earl avait câblée lui-même, qui s'allume au crépuscule grâce à un capteur, et dont ma mère n'avait jamais changé l'ampoule. Parce que l'ampoule qu'Earl avait mise en place quand il l'avait câblée n'avait tout simplement jamais cessé de fonctionner. Je suis rentré chez moi sans m'arrêter. Peg a appelé un mercredi. Votre mère a déposé une demande, dit-elle. Elle le dit comme elle dit tout, directement, sans préambule, comme si j'avais posé la question à laquelle elle répondait. Contestation d'acte. Elle prétend qu'il y a eu un accord oral entre elle et Earl selon lequel la propriété lui serait transmise à sa mort. A-t-elle quelque chose pour appuyer cela? Rien par écrit. Aucun témoin que je puisse trouver. Aucune documentation d'aucune sorte. Je l'ai entendu cliquer sur son clavier. Elle n'a aucune légitimité juridique, Simone. Mais elle peut intenter une action et traîner cela de 6 à 12 mois. Je me tenais à la fenêtre de ma cuisine. Le parking de mon immeuble était presque vide à cette heure. Un homme promenait un chien que j'avais déjà vu, mais dont je ne connaissais pas le nom. Le chien s'arrêta devant une fissure dans le trottoir et l'examina minutieusement. « Déposez la réponse, dis-je. Et la requête en sanction. Si elle veut mener une action frivole, le tribunal peut décider ce que cela lui coûtera. » C'est fait, dit Peg. On entendit le bruit de son écriture. « Vous allez bien? » « Je vais bien, dis-je, ce qui n'était pas entièrement vrai, et ce que Peg,
qui pratique le droit depuis 31 ans et a développé la capacité d'entendre l'espace entre les mots, ne semblait pas croire entièrement. Elle dit qu'elle me contacterait. Nous raccrochâmes. Je suis resté à la fenêtre jusqu'à ce que l'homme avec le chien rentre. Wanda est passée le vendredi soir. Je ne l'avais pas demandé. Elle est apparue à ma porte avec un contenant de quelque chose du restaurant haïtien d'Elm Street et 2 fourchettes en plastique, sans explication particulière pour sa présence, ce qui est la chose la plus vraie à propos de Wanda. Elle ne s'explique pas quand elle a décidé que quelque chose est nécessaire. Nous nous sommes assises sur le sol de ma cuisine, car ma table n'a que 2 chaises et aucune de nous n'avait envie de s'asseoir à une table. J'avais sorti une boîte de vieilles photographies de sous mon lit quelque part la semaine précédente. Je ne me souvenais pas de l'avoir sortie. Elle était simplement là, ouverte sur le sol à côté de mon canapé. Wanda a tendu la main dans la boîte pendant qu'elle mangeait et a sorti une photographie. Elle l'a regardée un instant. Puis elle me l'a tendue. J'avais 16 ans sur la photographie. Je portais une robe d'église un jour de semaine, ce que j'avais fait parce que cela ressemblait à une occasion. Je tenais une lettre. Je souriais sur la photographie d'une manière que je ne reconnaissais presque pas, le sourire spécifique d'une personne qui est en possession de quelque chose qui semble à ce moment-là exactement juste. « C'est vous à 16 ans ?» demanda Wanda. « Oui. »« Qu'est-ce que vous tenez ?»« Une lettre d'acceptation. Bourse complète de l'Appalachian State University. » Wanda regarda de nouveau la photographie. Puis elle me regarda. « Tu ne m'as jamais dit que tu avais obtenu une bourse. » Je l'ai annulée. Elle ne dit rien tout de suite. Wanda est capable de silence quand elle détermine que le silence est l'outil approprié. Elle tint la photographie dans ses 2 mains et la regarda longtemps. Et puis elle la posa soigneusement sur le sol entre nous. « Simone, dit-elle, penses-tu que ta mère ne pouvait vraiment pas rester seule? Ou penses-tu qu'elle avait besoin que tu restes parce que rester était quelque chose qui lui appartenait ?» Je regardai la photographie. La question n'a rien ouvert. Ce n'était pas une révélation. C'était comme quelque chose que j'avais toujours su être dit à voix haute pour la première fois. Comme certaines choses ne deviennent réelles que lorsque quelqu'un d'autre les nomme. « Je ne sais pas, dis-je. Puis après un instant, je pense que je sais. Nous sommes restés assises là pendant un moment après cela, sans beaucoup parler. Wanda a fini son repas. Je n'ai pas fini le mien. À un moment donné, elle a dit qu'elle devait rentrer chez elle et je l'ai accompagnée à la porte et elle m'a serré dans ses bras comme Wanda serre les gens, fermement et sans cérémonie. Et puis elle est partie. Je suis retourné dans ma cuisine. J'ai ramassé la photographie de moi à 16 ans et je l'ai regardée longuement. Voici ce que j'ai compris, assise sur le sol de ma cuisine un vendredi soir d'avril, regardant le visage d'une fille qui était sur le point d'annuler une bourse qu'elle avait gagnée. La maison n'était pas le début de l'histoire. La maison n'était que la chose la plus récente. C'était la bourse. C'était 20 ans de dîner du dimanche où je roulais 40 minutes et aidais et repartais en me sentant comme une visiteuse dans un endroit pour lequel j'avais abandonné un avenir pour rester à proximité. C'était chaque fois que je transférais de l'argent sans qu'on me demande si je pouvais me le permettre. Et chaque fois que je roulais 40 minutes parce qu'elle appelait. Et chaque fois que je m'asseyais à cette table de salle à manger et attendais la version du sourire de ma mère qu'elle réservait aux autres. La maison n'était que la chose qu'Earl avait eu la prévoyance de mettre par écrit. Il y avait un SMS sur mon téléphone quand je suis revenu après avoir accompagné Wanda. Un numéro que je n'avais pas enregistré. Indicatif régional de Memphis. Il disait, entendu parler de la maison. Earl a toujours dit que tu comprendrais. Et puis un tiret et un nom, Ray. Je n'avais pas eu de nouvelles de mon père depuis 11 ans. Il n'avait rien à dire sur la maison quand Earl était en vie et la gardait. Il avait encore moins à dire maintenant. J'ai posé le téléphone face contre terre sur le comptoir. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas répondu. J'ai appelé ma mère le dimanche matin. Elle a répondu au 2e appel, ce qui me disait qu'elle m'attendait, ce qui me disait qu'elle avait des choses préparées. Je ne lui ai pas laissé le temps de commencer. Je n'appelle pas pour m'excuser, dis-je. J'appelle parce que tu mérites de savoir ce qui va suivre. Ce qui allait suivre, c'était ceci, elle avait 6 mois pour trouver un autre endroit où vivre. Je n'allais pas lui faire payer de loyers impayés. Je n'allais pas poursuivre les réclamations civiles que Peg avait mentionnées comme une possibilité.
J'allais l'aider à déménager si elle voulait de l'aide. J'allais lui donner 6 mois, ce qui était plus que ce que la loi exigeait. Il y eut un silence de son côté. Puis, tu fais ça pour me faire du mal. J'avais su qu'elle dirait cela. Je l'avais su comme on connaît le temps quand on a vécu quelque part assez longtemps. Ce n'était pas une réponse à ce que j'avais dit. C'était la seule phrase dont elle disposait pour les situations où elle ne pouvait pas contrôler l'issue. Non, dis-je, je fais ça parce que c'est la vérité et que j'en ai assez de faire semblant que ce n'est pas le cas. Elle ne dit rien d'autre. J'attendis assez longtemps pour être certaine qu'elle avait fini, puis je dis au revoir et je raccrochai. Je restai debout dans mon appartement, dans le calme du dimanche matin, et je pensais à Earl qui mettait un panneau de verre dans une porte pour que les gens sachent qu'ils entraient dans un endroit qui avait été pensé. J'allais vivre dans cette maison. Pour la première fois de ma vie, je n'allais pas demander la permission. 6 mois plus tard, j'ai aidé ma mère à déménager. Elle avait trouvé un appartement dans le nord de la ville, 2 chambres, 1er étage, un petit patio couvert qui donnait sur un parking. J'ai porté des cartons. J'ai emballé la vaisselle dans du papier journal. J'ai déplacé une lampe plus lourde qu'il n'y paraissait et l'ai placée dans le coin de son nouveau salon, où elle semblait appartenir. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Nous n'avons jamais été le genre de personnes qui parlent en travaillant. Nous avons travaillé en fin d'après-midi, quand le camion était presque vide et que les pièces de Birchwood Drive étaient nues, à l'exception des choses qui avaient toujours été là, les choses d'Earl. Ma mère s'est assise sur les marches du porche. Je me suis assise à côté d'elle. Le chêne était en pleine feuille. Le quartier était calme, comme il l'est les après-midi d'été. Cette chaleur particulière, ce silence étouffé. Nous sommes restés là un moment sans que l'une ou l'autre ne commence une conversation, ce qui est la chose la plus honnête que nous ayons faite ensemble depuis longtemps. Earl vous aimait toujours mieux, dit-elle. Il me faisait confiance, dis-je. Il y a une différence. Elle regarda les planches du porche. Les planches d'Earl, ajustées, poncées et peintes 2 fois en 50 ans. Il a construit ça de ses mains, vous savez. Je sais. Un autre silence. Une voiture passa dans la rue. Quelque part au bout du pâté de maison, un chien dit quelque chose de bref et définitif. « Vas-tu vivre ici » demanda-t-elle. « Oui. »« Tu en prendras soin. »« Oui. » Elle hocha la tête. Elle resta assise 1 minute de plus. Puis elle se leva et entra chercher les 2 dernières boîtes. Je restai sur le porche jusqu'à ce que le camion reparte. Je le regardai jusqu'à ce qu'il tourne au coin de Birchwood Drive et disparaisse. 3 mois après le déménagement, le tribunal a rejeté la contestation d'acte de ma mère et l'a condamnée à payer 9 400 $ en honoraires d'avocat. Peg me l'a dit un mardi après-midi, comme elle me dit tout. Je l'ai remercié. J'ai raccroché. J'ai pensé à appeler ma mère. Je ne l'ai pas fait. J'ai traversé la maison seule pour la première fois ce soir-là. Chaque pièce était elle-même à nouveau. Les sols, les fenêtres, la façon particulière dont le son se propage dans un espace quand il n'est pas rempli des meubles de quelqu'un d'autre. La salle à manger, le couloir, la pièce à l'arrière avec la fenêtre qui donne sur le jardin. J'ai tout parcouru sans me presser. J'avais apporté une photographie avec moi. Je l'ai accrochée au centre du mur du salon. Earl, debout devant son établi, les bras le long du corps, ne jouant aucun rôle. Puis je suis descendu au sous-sol. L'établi était exactement là où il avait toujours été. Les outils étaient toujours accrochés à leurs crochets dans les formes qu'Earl leur avait données, chacun à sa place, organisés avec la patience de quelqu'un qui comprenait que les bonnes choses durent quand elles sont bien entretenues. J'ai touché le rabot à main. Le manche était lisse à force d'être utilisé pendant des décennies, le bois usé par la forme d'une prise qui n'était pas la mienne, mais que ma main comprenait quand même. Je me suis assise sur le sol du sous-sol, à côté de l'établi. Je suis resté là un moment, non pas parce que j'étais perdu, mais parce que j'étais arrivé quelque part et que je devais le laisser devenir réel. Puis je suis remonté. Je me suis assise sur le porche avec mon téléphone. J'ai trouvé le numéro des admissions supérieures de l'Appalachian State University. J'ai appelé. Une femme a répondu et je lui ai dit que j'étais intéressé par des informations sur la filière pré-droit. Elle m'a demandé mon nom et je le lui ai donné. Elle a demandé comment elle pouvait m'aider et j'ai dit que je n'étais pas encore sûr. Je commençais tout juste à demander. C'était suffisant pour l'instant.
C'était suffisant. L'acte disait que je possédais cette maison depuis mes 17 ans. Mais je ne la possédais pas avant le jour où j'ai traversé chaque pièce seul et cessé de m'excuser d'être là. Earl ne m'a pas donné une maison. Il m'a donné la permission. Le reste, j'ai dû me le donner à moi-même. Y a-t-il quelque chose qui vous a été donné, ou qui vous a toujours appartenu, et que vous avez attendu d'être invité à réclamer? À quoi ressemblerait le simple fait de franchir la porte? Il y a une différence entre ce qui vous appartient et ce que l'on vous a permis de revendiquer. Parfois, les deux choses sont si différentes que vous passez des années devant une porte qui n'a jamais été verrouillée, attendant que quelqu'un vous tende la clé. Le grand-père de Simone a mis son nom sur cet acte parce qu'il comprenait quelque chose qu'elle allait passer 20 ans à apprendre, que les gens qui vous aiment bien ne se rendent pas la permission dont vous avez besoin. Ils vous donnent la chose et vous font confiance pour savoir quoi en faire. Si vous attendez l'approbation de quelqu'un avant de prendre votre place dans votre propre vie, cela vaut la peine de vous poser honnêtement la question. Cette permission arrivera-t-elle un jour? Ou avez-vous toujours tenu la clé, appelant ce poids quelque chose de plus confortable comme la patience, la loyauté ou l'amour? Quelle est la chose dans votre vie qui vous a toujours appartenu et que vous ne vous êtes pas encore permis de revendiquer pleinement?